La présente capsule s'intéresse aux démonstrations en mathématiques. Au départ, il y a des propositions. En voici quelques-unes issues de divers contextes. Les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu. N est un naturel multiple de 2. Mon potager est arrosé. Ces propositions, elles ne sont pas toujours vraies. Elles sont soit vraies, soit fausses. Il pleut ou il ne pleut pas. Par ailleurs, P1 implique Q1. C'est-à-dire que si P1 est vrai, alors Q1 est vrai. S'il est vrai que les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu, cela implique que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. De la même manière, P2 implique Q2. Si n est un naturel multiple de 4, n est aussi naturel multiple de 2. Et il pleut implique que mon potager est arrosé. P implique Q, cela peut se lire de différentes façons. Si la proposition P est vraie, alors la proposition Q est vraie. La proposition P est vraie seulement si la proposition Q est vraie. La proposition Q est une condition nécessaire à la réalisation de la proposition P. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette dernière formulation. Signalons encore que l'implication est transitive, ce qui veut dire que si A implique B et que B implique C, alors A implique C. La réciproque de P implique Q se lit Q implique P. On peut encore dire la proposition P est vraie si la proposition Q est vraie. La proposition Q est une condition suffisante à la réalisation de la proposition P. Ce n'est pas parce qu'une implication est vraie que sa réciproque l'est aussi. S'il pleut, mon potager est arrosé, mais ce n'est pas parce que mon potager est arrosé qu'il pleut. Un multiple de 4 est multiple de 2, mais un multiple de 2 n'est pas forcément multiple de 4. Prenons le cas de 6. La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Quand une implication est vraie, sa contraposée est vraie aussi. P implique Q, ça veut dire que si Q n'est pas réalisé, alors P ne peut pas l'être non plus. D'où l'idée de condition nécessaire. Q est une condition nécessaire à la réalisation de P. Une équivalence est une double implication. Les propositions P et Q sont équivalentes. Ce qui se dit encore, la proposition P est vraie si et seulement si la proposition Q est vraie. Ou encore, la proposition Q est une condition nécessaire et suffisante à la réalisation de la proposition P. Pour démontrer un théorème, un lemme qui est un petit théorème qui précède un théorème, ou un corollaire qui est un petit théorème qui suit un grand théorème, on part généralement des hypothèses qui sont supposées vraies le temps de la démonstration. Et on essaye d'aboutir à la thèse, ce qu'on veut prouver. La démonstration s'appuie sur des axiomes qui sont admis sans démonstration et des théorèmes qui ont été démontrés en amont du théorème qu'on essaie de démontrer. Par exemple, si je veux démontrer que ABCD est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, cela implique que ABCD est un parallélogramme. L'hypothèse est donc ABCD est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. La thèse est ABCD est un parallélogramme. Un parallélogramme, sous-entendu par définition, est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles et une même longueur. Pour la démonstration, on va utiliser un axiome, le premier cas d'isométrie des triangles, et un théorème. Si deux droites sont coupées par une même troisième en formant des angles alternes internes de même amplitude, alors ces deux droites sont parallèles. Quelques pièges
dans les démonstrations. Le piège du débutant consiste à utiliser la thèse dans la démonstration, ce qui veut dire qu'on se sert de ce qu'on veut démontrer pour le démontrer, c'est caduc. Autre piège, c'est affirmer une chose et son contraire au sein de la même démonstration, c'est-à-dire aboutir à une contradiction. Interne à la démonstration, c'est caduc. Pour prouver qu'une propriété n'est pas vraie pour toutes les valeurs de x, il suffit de trouver une valeur de x pour laquelle la propriété n'est pas satisfaite. C'est-à-dire que pour nier un pour tout, il suffit d'un il existe. Évidemment, en mathématiques, ça se passe de cette façon-là. Un seul contre-exemple suffit à faire tomber une propriété. En politique, par exemple, il faut de nombreux arguments pour faire tomber une idée. Pour nier qu'une propriété est vraie pour une valeur de x, il suffit de prouver que pour toutes les valeurs de x, la propriété n'est pas satisfaite. Autrement dit, on nie un il existe par un pour tout. Abordons quelques types de démonstrations. La démonstration directe tout d'abord. Cela consiste à démontrer la proposition énoncée en partant directement des hypothèses données pour en arriver à la thèse par une suite d'applications logiques. Démontrons par exemple que si un naturel n est multiple de 4, alors il est multiple de 2. Mais s'il est multiple de 4, c'est qu'il existe un autre naturel, m, tel que n puisse s'exprimer comme étant égal à 4 fois m. Or 4, c'est aussi 2 fois 2. Donc s'il existe un m tel que n est égal à 4m, il existe aussi un k que l'on va prendre égal à 2m, tel que petit n est égal à 2k. Mais si petit n est égal à 2k, cela veut dire que petit n est multiple de 2, c'est ce qu'on voulait démontrer. Un autre type de démonstration, la démonstration par l'absurde. Cette démonstration consiste à supposer le contraire de la proposition énoncée et de montrer qu'on aboutit alors à une contradiction ou à impossibilité. Soit à prouver que racine de 2 est irrationnelle. On suppose donc que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que racine de 2 est rationnelle. Et si racine de 2 est rationnelle, on peut l'écrire comme quotient de deux entiers, m et n, qui sont premiers entre eux, c'est-à-dire que la fraction est irréductible. En élevant les deux membres au carré et en multipliant les deux membres par n carré, on obtient donc 2n carré est égal à m carré. Ce qui veut dire, autrement dit, que m carré est un pair, puisqu'il est double d'un autre naturel. Mais si un nombre est pair, son carré est pair, et réciproquement. Donc si le carré de m est pair, c'est que m est pair aussi. Si m est pair, il peut s'écrire comme le double d'un naturel, m', et m carré sera donc égal à 4 fois m' carré. L'expression m carré est égal à 2n carré, si on remplace m carré par sa valeur, à savoir 4m carré, 4m' carré, devient 4m' carré est égal à n carré, à 2n carré. On simplifie, il reste 2m' carré est égal à n carré, ce qui prouve que n carré est pair, puisqu'il est le double d'un naturel. Si n carré est pair, pour les raisons déjà invoquées, n est pair également. Mais si m et n sont pairs, ça veut dire que la fraction m sur n n'était pas irréductible. Autrement dit, que m et n n'étaient pas premiers entre eux. On en arrive donc à une contradiction par rapport à l'hypothèse faite. Il faut donc rejeter cette hypothèse. Un autre type de démonstration est la démonstration par contraposé, qui repose sur le fait que P implique Q, c'est équivalent
à non Q implique non P. Pour démontrer par exemple que si le dernier chiffre d'un nombre naturel n est 2, alors n n'est pas le carré d'un naturel, on peut démontrer que si n est le carré d'un naturel, alors son dernier chiffre n'est pas 2. En effet, si racine de m en écriture décimale se termine par le chiffre 1 ou 9, son carré n se termine par 1. S'il se termine par le chiffre 2 ou 8, son carré se termine par 4. S'il se termine par 3 ou 7, son carré se termine par 9. S'il se termine par 4 ou 6, son carré se termine par 6. Si c'est par 5, son carré se termine par 5. Si c'est par 0, son carré se termine par 0. Jamais on ne voit de 2. N ne peut donc se terminer par 2. Cela démontre donc que non Q implique non P. À savoir que si n est le carré d'un naturel, alors son dernier chiffre n'est pas 2. Abordons un dernier type de démonstration, la démonstration par récurrence. Pour prouver qu'une propriété Pn est vraie pour tout n naturel, on démontre qu'elle est vraie à la première étape, pour n est égal à 0 ou pour n est égal à 1, et que si elle est vraie à une étape donnée n, cela implique qu'elle est vraie aussi à l'étape suivante pour n plus 1. La récurrence, c'est un effet domino. On pousse sur le premier domino, la propriété est vraie pour n est égal à 0 ou n est égal à 1, et puis, si elle est vraie pour 1, sachant que quand elle est vraie pour n, elle est vraie pour n plus 1, elle est vraie pour 2. Oui, mais si elle est vraie pour 2, elle est vraie pour 3, et ainsi de suite. Prenons un exemple, soit à démontrer que la somme des carrés des n premiers naturels est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Quand n vaut 1, la propriété est vérifiée, puisque dans le premier membre de l'égalité, on a 1, et dans le deuxième membre de l'égalité, on a 1 fois 2 fois 3, le tout sur 6, c'est-à-dire 1. Démontrons ensuite que si la propriété est vraie pour n, elle est vraie pour n plus 1. On considère donc la somme des carrés des n plus 1 premiers naturels. On regroupe les carrés des n premiers. Et cette somme des carrés des n premiers naturels, puisque la propriété est supposée vraie pour n, elle vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et il reste un dernier terme qui est n plus 1 au carré. Dans ce dernier membre d'égalité, on met en évidence n plus 1. Il reste donc n fois 2n plus 1 et plus 6n plus 1, sachant qu'on a réduit le dernier terme au même dénominateur que l'avant-dernier. Et cela nous donne finalement n plus 1 fois 2n carré plus 7n plus 6. Factorisons 2n carré plus 7n plus 6, ça vaut n plus 2 fois 2n plus 3. Et il nous reste au bout du compte, comme résultat de la somme des carrés des n plus 1 premiers naturels, n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3. Oui, mais 2n plus 3, c'est 2 fois n plus 1 plus 1. C'est le résultat qu'on attendait, à savoir que la propriété est vraie aussi pour n plus 1. C'est la fin de la capsule consacrée aux démonstrations. Il vous reste à faire des exercices. Bon travail.